Aujourd'hui, je vous parle d'un document rare et sulfureux, et presque aussi certainement faux, le prétendu journal d'Eva Braun. Ce prétendu journal a été publié en 1948. Un document dans lequel on retrouve le Führer dans une position assez gênante, où est révélée par exemple son impuissance au lit. On découvre aussi certains de ses problèmes à l'entrejambe. Paraît-il qu'il aurait eu un phimosis. Mais ce document est-il vraiment authentique? Ou s'agit-il d'un faux, créé dans une Europe d'après-guerre, avide de sensations fortes et de secrets sordides sur le dictateur vaincu? C'est en tout cas ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker la vidéo pour améliorer le référencement de la chaîne et à soutenir la chaîne par l'abonnement ou alors en devenant membre. Merci d'avance. Le prétendu journal intime d'Eva Braun, une découverte douteuse. Donc ce document est assez rare, mais il a connu une certaine popularité quand il a été publié en 1948, en tout cas en France. Son titre exact, Hitler et les femmes, le journal intime d'Eva Braun. Il a été donc édité par une maison d'édition au nom du Cheval ailé. Ce journal aurait été remis par Eva Braun elle-même en 1944-1945 au cinéaste Louis Strunker à Kitzbühel. Selon l'éditeur, Louis Strunker aurait reçu une enveloppe scellée contenant le fameux prétendu journal d'Eva Braun afin de le mettre en sûreté. Mais très vite, vous allez voir que les incohérences s'accumulent. Louis Strunker n'est pas n'importe qui. C'est un acteur et réalisateur célèbre à l'époque. Mais il est aussi connu pour ses nombreuses affabulations et mensonges. Et justement, lors d'une interview, Louis Strunker va faire une révélation absolument colossale. Le prétendu journal avec les initiales EB serait donc un faux journal, puisqu'il assume avoir plaisanté. Malgré des recherches approfondies concernant les témoignages, aucun témoignage officiel de la famille d'Eva Braun ne mentionne l'existence de ce journal. Aucune preuve non plus que Strunker ait une relation proche et fusionnelle avec Eva Braun. Et si ce dernier avait voulu mentir pour un intérêt financier? C'est très probable puisqu'à l'époque, il traversait une période économique assez compliquée. On constate quelques incohérences historiques et géographiques. Tout d'abord, la mère d'Eva Braun affirme qu'Eva Braun n'était à l'hôtel Kitzbühel qu'en 1942. Or, Strunker, lui, affirme qu'il a bel et bien reçu, sous une enveloppe scellée, le journal intime d'Eva Braun en 1944-1945 pendant l'hiver. Deux dates qui, au final, ne coïncident pas. De plus, Eva est très proche de Gretel, sa sœur, avec qui, d'ailleurs, elle travaillait dans le studio photographique d'un certain Heinrich Hoffmann, le photographe officiel du Führer. Mais c'est surtout dans une lettre datée du 23 avril 1945 où Eva Braun va demander à sa sœur de ne pas détruire ses lettres personnelles, mais de les enterrer si nécessaire. Elle ne voulait absolument pas les détruire. Donc, la question est toute simple. Pourquoi aurait-elle donné ses lettres, ou son journal intime, à Louis Strunker, qui n'est pas une personne proche, ou n'est pas un intime direct d'Eva Braun? Le plus troublant, c'est que certaines lignes ressemblent trait pour trait aux mémoires de Marie von Walser-Larich, cousine de l'impératrice Sissi. Des passages entiers sont quasiment copiés, et un article de Slate le mentionne très bien. Plagiat pur et simple, on peut se poser la question, en tout cas les ressemblances sont assez frappantes. D'ailleurs, Louis Strunker a affirmé qu'il ne connaissait pas les mémoires de cette cousine de l'impératrice Sissi. Dites-vous même que cette histoire de ce prétendu journal a été jusqu'au tribunal de Munich. Leni Riefenstahl, célèbre cinéaste proche d'Hitler, intente un procès. Dans le journal, elle est décrite comme rivale. Le problème, c'est que Leni Riefenstahl ne côtoyait pas le cercle intime du Führer Oberghof. Elle y est venue que quelques fois. Cette rivalité semble inventée de toutes pièces. Autre témoin clé, Traudl Junge, secrétaire d'Hitler. Elle nie catégoriquement avoir vu Eva Braun en sous-vêtements de cuir comme il l'est relaté dans ce prétendu journal. Pour elle, ces descriptions sont de pures et simples inventions. Et en 1976, voilà ce qu'il déclare. « Je n'ai jamais publié de journal intime d'Eva Braun. » Encore un détail peut-être anodin, mais tout de même important. L'édition du Cheval ailé, fondée en 1944, a été dissoute seulement 3 ans après son existence en 1947, soit à peu près le timing de la publication de ce prétendu journal. Peut-être s'agissait-il d'une coïncidence dans le timing
En tout cas, ça prête à réfléchir. Et puis surtout, comment un journal intime aurait-il pu survivre alors que Julius Schaub, proche d'Hitler, a reçu l'ordre du Führer de brûler toutes les lettres personnelles ou documents personnels dans les coffres non seulement du Berghof, mais de Munich, à la fin avril 1945. Même si ce journal est probablement faux, il reste très intéressant d'un point de vue historique. Pourquoi ? Parce qu'il révèle les fantasmes, les projections et les obsessions de l'après-guerre, et bien sûr, l'intimité était un terrain propice pour immiscer de fausses rumeurs. Mais pour comprendre Eva Braun, et l'exercice de cette vidéo, c'est que je vais prendre ce fameux journal, ce prétendu journal d'Eva Braun, et je vais le comparer avec une référence en la matière qui est en tout cas jugée comme étant la réelle référence biographique d'Eva Braun. C'est le livre de Heike Gordmaker, une historienne réputée pour son travail sur Eva Braun, car ce ne sont ni les querelles juridiques, ni les interviews données par l'un ou par l'autre qui vont nous être utiles. Revenons aux faits réels et aux sources fiables. Alors, il est vrai qu'Eva Braun a probablement tenu un vrai journal intime, puisqu'on a retrouvé un fragment d'une vingtaine de pages. Mais encore une fois, ce document est plutôt controversé. D'une part, Anton Joachim Staller pense qu'il s'agit d'un faux, alors qu'un historien au nom de Werner Maser pense que lui est authentique. Ce fragment a sans doute servi de base à de nombreuses fictions comme celle de Tranker, et cela montre à quel point l'histoire peut être fragile et soumise aux manipulations. Eva Braun, l'ombre d'Hitler. Le 27 octobre 1931, dans son journal, Joseph Goebbels rapporte une conversation avec Hitler au sujet de Geli Raubal, sa nièce. Il écrit « Il nous a parlé de Geli, il l'aimait profondément. Elle était sa bonne camarade. Il avait les larmes aux yeux. » Quelques semaines plus tard, en novembre, Goebbels est encore plus explicite. Il écrit « Geli est la seule femme qu'il ait jamais aimée. Un amour qu'il ne retrouvera même pas auprès d'Eva Braun. Quoique. » Ce drame intime a profondément marqué l'Autrichien. Le suicide de Geli, en tout cas le présumé suicide, est entouré de zones d'ombre et va être pour lui un tournant personnel. Il menacera même de se suicider pendant les élections électorales. Le photographe Heinrich Hoffmann affirmait même qu'une part de son humanité était morte avec elle. Alors, si Hitler aimait tant Geli avec toute cette intensité, a-t-il autant aimé Eva Braun ? En 1932, un événement peu connu vient troubler le tableau. D'après la famille d'Eva Braun, cette dernière aurait tenté de se suicider avec l'arme de son père. Ilse, sa sœur, avec qui pourtant elle n'est pas très proche, transmettra cette information au journaliste Nehrlingen. Goebbels lui-même en aurait parlé aussi. Ce geste d'Eva Braun, elle ne le savait pas encore, mais il était prémonitoire. Une seconde tentative de suicide aurait probablement eu lieu aux alentours de 1935, et cette fois-ci, non pas par l'arme de son père, mais bien par une overdose de somnifères. Aucun historien n'a pu certifier cet événement, mais plusieurs proches d'Eva Braun rapportent ce fait. Alors, était-ce un appel à l'aide, un chantage affectif ? Nul ne le sait. Mais une chose est sûre, à partir de 1936, la présence d'Eva Braun à la résidence du Berghof, en Bavière, devient de plus en plus marquée. Gretel, sa sœur, affirmait qu'elle aimait profondément son Führer et qu'il le lui rendait. Leur mariage en express, dans le bunker en 1945, reste pour certains le plus grand témoignage d'amour qui lui est offert. Dans les rares photos officielles où elle apparaît, Eva Braun est bel et bien présente dans le cercle intime, et cela ne fait aucun doute. Elle n'est peut-être pas comme Magda Goebbels, véritable égérie de la femme parfaite du Reich, mais elle n'en est pas moins importante, et vous allez le voir. Selon l'historienne Heike Gordmaker, Ilse Hess, Emmy Göring ou encore Annelies von Ribbentrop n'étaient que des remplaçantes de la fameuse égérie Magda Goebbels. Eva, elle, incarnait plutôt la discrétion. Gordmaker souligne qu'il y avait bel et bien une rivalité entre les femmes, notamment entre Emmy Göring, femme d'Hermann Göring, et Magda Goebbels. En tout cas, elle le formule dans une sorte d'hypothèse. Pourtant, les deux femmes se déclarent publiquement en parfaite harmonie, mais probablement que cet aspect n'était qu'une façade. Eva, quant à elle, n'était pas en concurrence pour la raison simple, c'est qu'elle n'existait pas avant 1939 aux yeux du public. Pourtant, dans ce prétendu journal, il en est tout autre. Eva Braun est au cœur des querelles dans ce cercle intime. Ce journal raconte par exemple qu'elle haït Magda Goebbels parce qu'elle considère que cette dernière souhaite davantage avec le Führer
et donc devient une réelle rivale. Et on apprend dans ce journal, prétendu journal, que Magda Goebbels aurait alors saisi la poitrine d'Eva Braun. Une affirmation invraisemblable quand nous savons comment le cercle intime fonctionnait au Berghof, mais surtout par rapport à la retenue qu'il y avait dans ce cercle intime et aussi par rapport à la personnalité de Magda Goebbels elle-même. Rien ne corrobore cette histoire. Pas de témoins, pas de témoignages, pas d'éléments solides. Selon Albert Speer, dont les témoignages ont un peu changé entre 1945 et la fin des années 70, nous raconte qu'Eva Braun était sous son emprise. Il raconte: elle était comme moi, sous le charme hypnotique d'Hitler pour ainsi dire. Nous avons tous les deux souffert de lui, nous l'avons parfois détesté, mais nous n'étions pas toujours en mesure de nous libérer de lui. Mais cette emprise psychologique dont nous fait part Albert Speer coexiste pourtant avec une liberté surprenante. Au Berghof, Eva Braun a le droit et est autorisée à filmer, même avec la venue des chefs d'État ou de personnalités politiques importantes. Elle nage, elle pratique régulièrement du sport. Elle vit, elle s'occupe, elle rit, elle crée des activités. D'ailleurs, dans ce journal, et je vous mettrai des extraits à l'écran, tout peut paraître décousu. Parfois on parle d'un mercredi soir, parfois d'un jeudi matin, parfois d'une date qui ne suit pas réellement chronologiquement le récit. En tout cas ici, tout est fait pour détester Eva Braun, puisque aucun élément positif n'est rapporté dans ce journal, chose quand même surprenante dans un journal intime. Hormis la soumission que l'on souhaite établir d'Eva Braun, la réalité reste davantage nuancée puisqu'on le sait, Eva Braun avait des amis, et je peux en citer quelques-unes, notamment l'artiste Sophie Storck, qui se rendait au Berghof, Marianne Schonman, ou encore et surtout Hertha Schneider, qui était ni plus ni moins son amie d'enfance. Et avec Hertha, elle allait se baigner et partager de moments simples. Bien qu'elle avait des amis, on suppose aussi qu'elle avait des ennemis, ou en tout cas des relations beaucoup plus tendues. Probablement avec Angela Raubal, la mère de Geli, puisque Angela va quitter l'Obersalzberg en février 1936. Officiellement pour des raisons personnelles, officieusement peut-être parce que plusieurs personnes, dont Angela, auraient eu quelques critiques à l'encontre d'Eva Braun et donc n'étaient plus la bienvenue au Berghof. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Eva Braun était surtout le lien avec Hitler. Très discret, très secret, Hitler ne laissait quasiment personne s'immiscer dans sa vie privée. Il souhaitait aussi, d'une part, cultiver son culte de la personnalité. Emmy Goering, la femme d'Hermann Goering, s'étonne de ne pas pouvoir voir, quand elle le voulait, Eva Braun. Elle raconte: Hitler l'a gardée sous clé. L'histoire est bien plus complexe qu'elle n'en a l'air, puisque cette envie de façade pouvait être en réalité une manœuvre d'Emmy Goering pour atteindre le Führer, pour le compte de son mari. La relation entre Eva Braun et Adolf Hitler. La relation entre Eva Braun et Adolf Hitler a évolué de manière progressive. Selon les confidences de Christia Schroeder, la secrétaire d'Hitler, cette relation a connu plusieurs phases, marquées par la distance et les priorités politiques d'Hitler. Le 29 avril 1935, Eva Braun notait dans son vrai journal, ou en tout cas plus vrai que celui-ci, l'élément suivant: l'amour ne semble pas être à son ordre du jour pour le moment. Et en 1935, Hitler se consacrait corps et âme à sa stratégie diplomatique, notamment avec une possibilité d'alliance avec l'Angleterre et sortir l'Allemagne de son isolement politique. Ses ambitions et préoccupations politiques dominaient alors largement sa vie personnelle et donc, forcément, Eva Braun. Pourtant, dans un discours prononcé en 1936 devant la Ligue des femmes nationales socialistes, Hitler reconnaissait le rôle essentiel des femmes dans son parti. Il affirmait qu'il ne serait jamais parvenu au pouvoir sans leur fidélité, leur dévotion et leur amour pour le mouvement national-socialiste. Les enfants, disait-il, appartenaient à leur mère autant qu'il appartenait à lui. Il érigeait ainsi un culte de la maternité allemande. Mais ce culte n'incluait pas Eva Braun. Pourquoi ? La réponse d'Hitler lui-même est étrange et plutôt révélatrice. Il estimait que son charisme public ou sa réputation serait ternie s'il était vu en couple avec Eva Braun. Il comparait sa situation à celle d'un acteur dont le pouvoir de séduction disparaissait dès que les spectatrices apprenaient qu'il était en couple. En maintenant le mystère sur sa vie privée, il cultivait dans l'imaginaire féminin l'image d'un homme célibataire, d'un cœur à prendre, et l'une d'elles pouvait espérer avoir sa chance pour se tenir auprès de lui. C'est cette image romantique mais surtout solitaire qu'il souhaita préserver. Pour l'anecdote historique, c'est bel et bien Goebbels qui a instrumentalisé ce fameux slogan « Hitler marié à l'Allemagne ».
Vous comprenez pourquoi. Cette posture, même dans le cercle intime, parce que dans le cercle intime, notamment au Berghof, Nicolas von Bülow disait que la vie privée d'Hitler dépassait le cadre même du Berghof. Et donc les rumeurs étaient tenaces auprès d'Eva Braun. Aurait-elle un enfant? En tout cas, c'est ce qu'affirme ce journal intime. Elle aurait eu un enfant caché au nom de Aoshi. Pourtant, sa parenté est bel et bien déjà définie et connue de tous. Et toujours dans ce prétendu journal intime, Eva Braun décrit Hitler sous un jour étrange, voyeur et sexuellement dérangé. Ce document affirme par exemple qu'il restait, lui, habillé et qu'il aimait observer Eva Braun nue au Berghof, ou encore qu'il caressait la cuisse de Rudolf Höss lors de certaines réunions quand il était en short. Cependant, comme vous en doutez, ces allégations contredisent la majorité des témoignages directs. Premièrement avec Albert Speer, où il confia à Joachim Fest qu'Eva et Hitler étaient tous deux prudes. Hamann affirmait qu'il était sexuellement normal, avec des relations occasionnelles. Frank Xaver Schwartz soutenait lui qu'il entretenait une relation plutôt platonique dès 1931 avec Eva Braun. Christian Schröder, secrétaire d'Hitler, allait en ce sens. Hitler la traitait comme sa femme, mais sans intimité physique extraordinaire. Heinrich Hoffmann, quant à lui, estimait que leur relation n'avait commencé à évoluer qu'à partir des années 1935-1936, à partir finalement des rénovations du Berghof. D'ailleurs, ce même Heinrich Hoffmann, dans ce document, disait à Eva Braun, en gros, pour vous caricaturer et simplifier la chose, qu'elle devait se faire belle aux endroits que vous savez, pour se préparer à l'acte quand elle verrait Hitler. Mais la parole la plus viable peut-être d'un point de vue historique est celle d'Hertha Schneider, qui la connaissait sans doute mieux que quiconque, déclara en 1949 « En privé, Hitler était parfaitement gentil. Braun l'aimait beaucoup et il l'aimait aussi. Mais aucun de ces témoignages directs ne parle d'une sexualité déviante ou d'une perversité quelconque. En revanche, cela n'empêche pas qu'Eva Braun était aussi sous le feu des critiques. Hans Karl von Hasselbach dépeint Eva comme arrogante, capricieuse et peu concernée par le personnel du Berghof, parfois en étant condescendante, se donnant des airs de dame du Berghof, sans en assumer les responsabilités. Rochus Mich, garde du corps d'Hitler et militaire, se souvient de sa première rencontre avec Eva Braun en 1940. Elle lui avait été présentée comme une simple femme de ménage. Il la décrit comme coquette, maquillée, et même tout le temps maquillée, et changeant de tenue plusieurs fois par jour, bien loin de l'idéal nazi de la femme allemande, naturelle et enracinée. Dès qu'Hitler quittait le Berghof, Rochus Mich précisa qu'Eva devenait joyeuse, insouciante, presque enfantine, ce que Mich interprétait comme une double facette. Mais il oublia qu'Eva vivait depuis 1933 dans une sorte de captivité dorée, vous pouvez le préciser Christian Schröder, et coupée du monde civil. Ce prétendu journal ne rend pas compte des détails complexes de ses relations dans le cercle intime du Führer. Il ne se contente de dire vulgairement que Göring est un bouffon, qu'Himmler est un pédant, qu'elle déteste Goebbels, qu'elle ne peut pas le voir en peinture, qu'elle n'aime rien ni personne. Albert Speer avait une relation privilégiée avec Eva Braun. Il l'amenait à gauche du Führer quand ils passèrent à table, avant que ça ne soit Bormann qui soit dédié à cette tâche, ou encore cette activité qu'ils ont pu faire ensemble, le ski, avec entre autres la femme de Speer, Margaret Speer. La femme de Speer, ce n'était pas sa tasse de thé. Le témoignage de la femme de Speer est important pour comprendre le rôle qu'avait Eva Braun au sein du Berghof. Elle n'attribue aucune timidité, mais affirme plutôt qu'Eva Braun était bien consciente de sa position et avait le plus son mot à dire. Lors des voyages, Margaret Speer disait qu'elle s'était toujours comportée comme l'hôtesse, la reine des lieux. Ce qu'elle voulait faire, c'était ce qui était fait, et c'était tout, disait-elle. Margaret Speer ne considérait ni Eva Braun, ni d'ailleurs les autres femmes, comme Magda Goebbels, comme l'une de ses amies personnelles, mais plutôt comme un membre de l'équipe de son mari, à qui il donnait la priorité, même sur ses propres enfants, lorsqu'il s'agissait de temps libre. Donc ici, Margaret Speer ne suit pas les témoignages de son mari et n'expose pas la même relation avec Eva Braun.
Fritz Wiedemann, qui estimait qu'Hitler avait du profond respect pour les femmes, en précisant que les relations d'Hitler avec les femmes étaient probablement les plus pures que l'on puisse imaginer, disait-il. Il ajoutait que toutes les histoires et les rumeurs de caractère ambigu étaient des mensonges. Certains, comme Reinhard Spitzi, pensaient qu'Hitler, se voulant figure quasi sacrée et détachée des désirs charnels, avait pourtant choisi en Eva Braun une femme plus qu'ordinaire. Un épisode souvent cité est celui où Eva le presse de venir dîner alors que des invités sont présents, scène qui choque notamment Spitzi. Le prétendu journal intime d'Eva Braun ne reflète pas tous ces aspects documentés. Néanmoins, un point commun converge, le secret entourant leur relation. Niklaus von Bülow, aide de camp d'Hitler, découvrit l'existence d'Eva en 1937 lors de sa première visite au Berghof. Le secret était donc bien gardé. Otto Dietrich rapporta que Martin Bormann avait pour mission de dissimuler la relation, tâche rendue vaine lorsqu'un article du Time en décembre 1939 évoqua une Eva Eled Braun installée à la chancellerie du Reich. Un autre élément crédible que l'on pourrait assigner à ce prétendu journal, c'est le caractère pudique du Führer. Il ne supportait pas d'être vu nu. Ernest Hanfstaengl évoque même une aversion maladive à ce sujet quand il évoqua notamment les visites médicales auprès de Morel. Ce culte de l'apparence de ne pas être vu au sommet de son pouvoir révèle une chose extrêmement intéressante. Il ne voulait pas paraître faible, il ne voulait pas créer de failles sur son personnage. Eva Hitler, surnommée Hervel, la fin. Eva Braun signe Eva Hitler pour la première fois et dernière fois, scellant son destin aux côtés d'Adolf Hitler par un mariage et un suicide commun. Paradoxalement, Eva Braun n'a jamais été membre du NSDAP et n'a jamais pris publiquement, parce qu'elle n'en avait pas l'occasion, position sur la politique du Führer. Son refus, son silence sur la Shoah et l'extermination de masse, et son refus d'aider Fegelein, le mari de sa sœur, dans les derniers jours du Reich, sont autant d'indices de son adhésion à la cause nazie. Selon Christa Schroeder, Eva Braun avait pris de l'assurance pendant la guerre. Elle était capable d'interrompre le Führer dans ses innombrables monologues interminables. Martin Bormann, pourtant pilier du Troisième Reich et homme de confiance d'Hitler, anticipait la possibilité de mourir en 1943 quand la tournure de la guerre était absolument terrifiante pour le Troisième Reich, redoutait les représailles et harcèlements de Eva Braun. Joseph Goebbels, dans son journal, en 1944, la décrit comme une femme intelligente et mature, et plus tard en 1945, d'un courage fabuleux. L'historienne Gormaker conclut que son suicide n'était pas un acte désespéré, mais une décision logique et mûrie. Dès 1943, la fin avec son Führer était envisagée, et on en parlait déjà au Berghof. En octobre 1944, Eva Braun rédigera même un testament où elle exprime sa volonté de mourir avec le Führer si celui-ci devait disparaître. Ils passeront l'acte ensemble aux alentours de 15h30, le 30 avril 1945. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à regarder mes précédentes vidéos, mes précédents documentaires. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à me faire part de vos suggestions. Dites-moi aussi ce que vous pensez de la vidéo. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Ciao.